faut que ça donne des voilà le prochain tour. Bonjour, discuter. Nous sommes le 18 avril à la machine du Moulin Rouge. Nous avons été invités par Kevin Rocheval, merci. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est un thème un petit peu violent pour certains et normal pour d'autres. C'est la musique à coût zéro. Voilà. Est-ce qu'il y a un vrai modèle économique derrière le streaming ou pas? À qui cela profite exactement? Voilà, donc c'est très important de parler de ça de manière limpide, transparente, pour que les artistes et les labels présents puissent bien entendre ce qu'on va dire. Voilà. Donc le problème aussi de la musique à coût zéro, c'est la valeur de la musique. Est-ce qu'il y a une valeur de la musique aujourd'hui? Il y a un petit problème en ce moment de valeur de la musique. Alors, je vais vous présenter des intervenants. Donc, Tony Gautran, voilà, artiste, son nom de scène est AK-47, il œuvre dans le hardcore, voilà, aussi président de Technopole, donc producteur de la Technoparade, 300 000 mômes dans la rue, enfin, pas que des mômes d'ailleurs. Et puis aussi communicant, donc directeur d'une agence de communication assez importante. Voilà. Ariel Kirou, donc philosophe des médias, essayiste, a travaillé à France Culture, était rédacteur en chef d'Actuel, sort plusieurs ouvrages par an, travaille avec Stigler, etc. Et là, il va sortir Blasphème, qui sort dans... Ceci n'est pas un blasphème. Ceci n'est pas un blasphème, voilà. Donc, qui sort le 6 mai. Voilà, qui sort le 6 mai. Donc, Ariel est auteur et co-auteur de pas mal d'ouvrages, dont Global Techno et Techno Rebelle. Voilà, donc des ouvrages fondamentaux. Vous avez à ses côtés, enfin à son côté, gauche, ça tombe bien, Jean-Paul Bazin. Donc Jean-Paul Bazin qui est administrateur de la Spédidam, donc ancien président et gérant de la Spédidam, aussi musicien puisqu'il est bassiste, voilà, depuis batteur depuis, d'accord, voilà. Christophe Monnier, donc connu sous le nom de Zone Chronos, donc un acteur important de ce qu'on appelle French Touch, a remixé Mirwais, Madonna, Chemical Brothers, Underworld, pas mal de gens, donc, et a monté son label qui s'appelle Micronautics. Voilà. Donc ici vous avez un panel d'experts dans leur domaine. En plus, Christophe a une formation d'économiste. Voilà. Donc c'est assez important. Et je me présente, je suis Alexandre Grauer, fondateur des Quartz et Prix internationaux de musique. Voilà. Donc on va fêter les 10 ans cette année, le 10 juin, à la Cité de la Mode et du Design. Donc c'est à peu près 3 000 labels de 50 pays, une dizaine de milliers d'artistes. Voilà. Donc merci à vous d'être là. Tout simplement, pour ceux qui n'ont pas lu le texte, je vais lire le petit texte que j'avais écrit pour la présentation de cette table ronde. Parce que le truc, c'est que je vais donner un minutage à chaque personne pour répondre à des questions spécifiques. Comme ça, ils vont être très cadrés, et après ils pourront rebondir. Voilà. Donc, alors, le texte, c'était celui-ci. Donc, sans faire de bruit, donc, la musique est devenue l'enfant pauvre des arts. Le compositeur est l'esclave du système capitaliste et pour le coup non productif. Il y a quelques années, la dévalorisation de la musique s'accélérait avec l'avènement de l'ère numérique et ainsi celle de la duplication sans fin, sans limite. Plus que le piratage, la contrefaçon numérique a été le moyen de s'enrichir. Aujourd'hui, quasi institutionnalisée, la contrefaçon permet la multiplication des services en ligne et par là même de les rendre incontournables.
alors que la valeur d'un phonogramme avoisine 0 centime d'euro pour l'auditeur, ainsi que pour les créateurs, la question se pose: à qui cela profite-t-il réellement? Et est-ce là un nouveau modèle économique ou sa promesse? Voilà. Donc, c'est un sujet qui est assez précis. Nous citerons Deezer, Spotify, Deezer qui a été invité, qui a décliné l'offre. Voilà, donc il ne le sentait pas. Deezer, c'est en 2 mots, c'est 6 millions d'abonnés payants. C'est 180 pays couverts. C'est 16 millions d'utilisateurs actifs mensuels. C'est 35 millions de titres. Et c'est 9,99 € en illimité par mois, soit la valeur d'un titre pour l'auditeur, je vous le dis tout de suite, de 0,000000028 €. Donc ça c'est la valeur du titre chez Deezer. Ça c'est une donnée importante. Alors, on va commencer par une question au philosophe, Ariel Thierry. Comment peut-on nommer une exploitation, une spoliation animée par l'espoir? C'est une jolie expression. C'est ainsi que tu définis en fait la situation présente. Tout à fait. Une exploitation animée par l'espoir. Tout dépend si on regarde le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. On pourrait appeler ça des prémices de révolution. On pourrait appeler ça aussi tout simplement une autre forme d'exploitation. Dès lors qu'on a des intermédiaires qui sont des plateformes qui fonctionnent de manière monopoliste et qui, la clé en fait elle est très simple, c'est que, y compris dans la musique, je ne parle même pas des Airbnb, des Uber, de tous les acteurs en fait, de ce nouveau monde numérique, mais dès lors que la valeur d'usage elle est produite par des artistes et des gens qui écoutent et qui valorisent par leurs commentaires et autres. C'est pour ça que ça fonctionne cette plateforme. La valeur d'usage, on voit bien qu'elle est là et que ces plateformes ne font strictement rien pour cette valeur d'usage. En revanche, ces plateformes s'accaparent la valeur d'échange. C'est la problème de Facebook et Google en fait. C'est qu'il y a valeur d'échange et valeur d'usage. Et le problème de fond, c'est qu'en libérant en quelque sorte la valeur d'usage, il ouvre des possibilités de manière assez extraordinaire. C'est que le champ des possibles est énorme. Que l'accès soit ouvert à tous, que toutes les musiques soient accessibles, c'est formidable. Que, a posteriori, elle n'ait quasiment aucune valeur, et tout simplement parce qu'à mon avis, on est piégé par le terme de valeur, on y reviendra, là, effectivement, ça pose un problème. Donc, au fond, comment on peut appeler notre situation le meilleur du pire ou le pire du meilleur en fait, à mon sens, ça ne pourra pas durer. Voilà, ça ne pourra pas durer. En même temps, il faut se méfier. J'étais pas forcément mieux à 30 ans, et pas forcément mieux à 60 ans. Et lorsqu'on parle de dévalorisation de la musique, je pense que avant même 10 heures, ces messieurs de Polygram et autres ont été beaucoup plus loin et sont beaucoup plus focus en la matière, même si après ils sont vraiment vieillois, que les autres. Dès lors qu'on ne fait plus que des produits en mettant le maximum de sous dans du marketing et que les artistes en question disparaissent par la force des choses, ils trouvent de plus en plus d'argent pour qu'ils réussissent à vendre pendant 6 mois et qu'après ils disparaissent, on détruit la valeur de la musique. Lorsqu'on sort le CD après le vinyle et qu'on n'y apporte aucune valeur ajoutée, on détruit la valeur de la musique. Si jamais on parle de valeur au-delà d'une valeur purement marketing. Donc je dirais que selon les optimistes ou pessimistes, on vit soit le must absolu de la soumission, de la domination, puisqu'en fait tous les souriants l'acceptent, en tout cas on est très content d'avoir une musique gratuite par exemple, soit on vit, parce que jamais une musique n'est aussi facilement accessible, quelque chose qui doit avoir des prémices d'une révolution, mais en ce cas ça suppose qu'on s'en empare et qu'on se mette à réfléchir et à donner même de la valeur à la musique, et de la valeur parce qu'il ne faut pas simplement une valeur monétaire. Donc je ne sais pas si j'ai répondu, sans doute pas, mais je pense que maintenant je peux laisser la parole à l'autre. Jean-Paul. Donc, voilà,
les chiffres, c'est ça, c'est 9,99 € par mois, en gros. En tout cas, c'est ce que propose Deezer. Après Spotify, c'est à peu près la même chose. Là-dessus, il y a 0,46 € qui sont distribués à l'ensemble des artistes écoutés. Non, tout à fait. Artiste principal. Non, après tu reprends. Voilà. Et il y a 6,54 € qui sont versés aux intermédiaires. Il y a 1 € qui vont dans les droits d'auteur, c'est ce qu'a annoncé la DEM. Et il y a 1,99 € qui va à l'État, en TVA. C'est-à-dire l'État prend de toute façon près de 5 fois déjà ce que les artistes récupèrent. Donc là-dessus, quelle est ton opinion en tant que responsable d'une société civile de perception et de répartition des droits des artistes? C'est édifiant. Gilles Verdelli, il y a des petites choses qu'il faut rectifier dans l'ensemble qui sont bons. Sur l'histoire des 20% de TVA pris par l'État, ça c'est pas nouveau, ça existait déjà dans le physique, c'était exactement la même chose. En fait, on parle en TTC quand on parle de 99, mais effectivement, ce qui va se partager entre les différents endroits de ces titres, c'est pas 9,99, c'est 8 € à peu près, qui va se partager. C'est vrai que les 46 centimes qui sont répartis entre les artistes, il faut bien préciser que c'est uniquement les artistes entre guillemets principaux qui sont concernés, c'est-à-dire ceux qui ont signé un contrat d'exclusivité avec leur maison de production quand ils ont voulu, et donc qui, en échange de la cession de tous leurs droits, perçoivent la royalty. Tous les autres artistes qui ont participé à cet enregistrement mais qui ne sont pas en contrat de ce type avec un maison de disque, eux, c'est perçoivent 0. C'est beaucoup plus facile à calculer, c'est 0. Que ce soit en streaming, que ce soit en téléchargement payant, etc. Alors, est-ce que Deezer, est-ce que Spotify sont des gens qui sont responsables de ça? Je ne pense pas. Ils profitent d'un système qui se met en place, ils profitent d'une mutation technologique qui, à mon avis, est sans précédent en termes de rapidité et de mondialisation, enfin de surface de changement, on va dire. Ça, on n'a jamais vu ça avant. Donc il y a une mutation totale de notre système, et malheureusement, ce qui se passe, c'est que il faut que cette mutation soit régulée, comme ça a été le cas à d'autres époques pour d'autres sujets, et le législateur tarde vraiment à prendre ses responsabilités, à prendre son courage à deux mains pour mettre en place un système régulé par la loi qui permette à chaque acteur de la filière de pouvoir tout simplement gagner sa vie normalement et percevoir ce qu'il doit percevoir. Pour ce qui est de la solidarité, ça fait maintenant plus de 10 ans que je reprends la Chambre de l'Assemblée nationale, le Sénat, etc. pour porter la bonne parole. Comme évidemment le ministre, surtout la culture, change très souvent, il faut rabâcher, revoir des nouvelles têtes qui ne sont pas au courant, leur réexpliquer les choses. Bon, pour le moment, il n'y a rien qui bouge. Et le projet de loi création qui va être en discussion très, très bientôt, pour ce qu'on a pu en connaître, de son contenu, il n'y a absolument rien en ce qui concerne justement ces rémunérations. Donc ça, c'est le scandale, il est là. Le scandale, c'est que celui qui est à l'origine de la création, donc l'artiste, sans lequel rien n'existerait, s'il n'y a pas d'artiste, il n'y a pas d'enregistrement, il n'y aura pas de plateforme, rien du tout. Donc c'est lui qui est le créateur de la valeur d'origine, et pourtant, il n'est absolument pas rémunéré, ou très marginalement, et de façon assez misérable. Ça n'empêche pas que les artistes continuent à se développer et continuent à exister, parce que la force de création qui les anime n'est pas forcément uniquement, n'a pas pour motif uniquement l'argent, qui continue à créer. Alors on a eu un problème un peu similaire dans les années 80, quand la cassette audio est apparue, j'ai l'impression de parler de la l'islam, mais c'était quand même à peu près similaire. Il y a toujours des labels de cassettes encore. Oui, enfin bon, c'est quand même, ça devient un peu anecdotique, on va dire. Dans les années 80, donc l'apparition de la cassette audio, de la cassette vidéo, et pour la première fois, on avait un matériel qui nous permettait de pouvoir faire des copies avec une qualité suffisante pour se passer d'acheter l'original. C'est de là donc il a commencé à avoir des discussions, bon, il y avait d'autres choses parallèlement, mais ça a abouti donc à justement une loi en 1985 qui a encadré l'utilisation de ces cassettes vierges et qui a mis en place une redevance. Quand vous achetez une cassette, à l'époque, maintenant c'est quand vous achetez une clé USB ou un disque dur externe, vous payez une petite redevance sans savoir souvent,
Et cette redevance est redistribuée entre les producteurs, les auteurs et les artistes interprètes pour compenser le préjudice qu'ils subissent du fait de la copie de leurs œuvres sans autorisation. Voilà. Il faudrait un système, on va dire pas similaire, parce qu'on n'est pas dans le même, tout à fait dans le même schéma, mais un système qui lui ressemble. Ce sera assez facile, une proposition a été faite par Expedida dans ce sens, qui régule et qui encadre ce qui se passe aujourd'hui sur Internet pour permettre justement d'équilibrer les choses et de ne pas laisser, le renard libre dans le poulailler libre, les poules étant les artistes. Alors, juste pour préciser quelque chose, sur Internet, sur Wikipédia entre autres, donc il y a la page Deezer, sur laquelle il est marqué et écrit, noir sur blanc, je vais dire ça maintenant, que étant donné que la copie privée sur les disques durs est perçue, ils peuvent a priori mettre à disposition gratuitement pour la promotion les titres en streaming sur Internet. Ça peut, mais tant que les titres ne sont pas, la source n'est pas illégale, effectivement, il y a une part de copie privée qui est versée. Mais attention, cette copie privée n'est pas, c'est une redevance qui compense un préjudice, mais c'est pas du tout à la hauteur du préjudice subi. J'ai une idée, mais la copie privée en France, c'est à peu près 200 millions d'euros perçus tous les ans, sur lesquels 25% vont en aide à la création à la diffusion, et 150 sont distribués entre les différents acteurs, y compris les gens du livre, les journalistes, etc., qui sont eux aussi touchés par ce phénomène. Donc, à partir du moment où la source est licite, c'est-à-dire si vous copiez un titre sur un disque dur qui est bien une source illicite, je ne sais pas, un réseau peer-to-peer ou autre, là, dans ces cas-là, il n'est pas compté dans le quota, on va dire, de copie. Mais effectivement, un titre, même s'il est à disposition gratuitement, quand il est copié, génère la copie privée. Christophe, alors, tu vas rebondir après, mais ce que je veux dire, c'est justement, on va continuer ce que dit Jean-Paul. En fait, Spotify, par exemple, là, Camille vient de dire qu'il a été valorisé 8 milliards d'euros. C'est sympathique. Mais il y a 200 millions d'euros de copie privée. Donc, grâce à cette copie privée, il génère une valeur quasiment de 8 milliards en valeur capitalistique. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, je pense que Spotify et Deezer sont plus des symptômes que des causes. Je vais rebondir sur ce qu'avait dit Ariel. En fait, il y a un vaste mouvement de réaction politique et sociale qui s'est mis en place à partir des années 80 qui aboutissent à la situation d'aujourd'hui où seul 1% des gens, en tout cas on arrive à ça, de plus en plus 1% des gens s'accaparent une immense majorité des revenus, des richesses et du pouvoir et laissent des miettes aux autres. Et les musiciens sont un peu les premiers à vivre ça. Il y a Jaron Lanier qui est un ancien hacker qui est devenu un penseur du numérique, qui dit que les musiciens sont comme les canaris dans une mine de charbon. Ils sont les premiers à sentir le coup de grisou et les gens, en observant ça, soit comprennent et prennent des dispositions, soit ils se font avoir à leur tour. Concernant l'optimisme et le pessimisme, c'est une question de nature. Moi, je suis de nature optimiste et je pense en effet que ce sont les prémices d'une révolution. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le modèle économique actuel n'est pas tenable. Je suis d'accord avec Ariel, parce que après, ça dépend quel genre de société on veut, mais là, on se dirige vers une société extrêmement réactionnaire. Certes, les artistes voudront toujours créer, mais petit à petit, la sélection se fait sur l'argent, surtout l'argent de la famille, parce que si les coûts de production d'une œuvre artistique ne sont plus couverts, si les artistes ne peuvent plus vivre, ils doivent trouver d'autres moyens d'existence. Donc, soit c'est la famille qui paye, soit ils ont un job, mais avoir un job quand on est artiste, c'est-à-dire qu'on est plus artiste, c'est-à-dire qu'on est un amateur, mais c'est pas les amateurs qui créent les œuvres importantes. L'art, ça demande 100% de son énergie et de son temps, comme n'importe quelle occupation, vocation ou métier. C'est un leurre de croire qu'on puisse faire autrement, c'est de la pensée magique.
Donc voilà, il faut savoir vers quel type de société on veut se diriger, mais si seuls les riches ont la possibilité de s'exprimer de manière artistique, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de talent, mais forcément ce sera un art qui sera plus émoussé, qui ne voudra pas faire changer les choses, qui sera plus dans le domaine de conserver la culture en l'état. Et en fait, à terme, je pense que c'est pas tenable. Ça, voilà. Je vais rebondir et tu vas continuer. Donc, moi j'ai trouvé un petit proverbe africain qui est assez drôle. C'est quand deux esclaves se rencontrent, ils disent du mal de la liberté. C'est un petit peu ce qui se passe en ce moment. Bon, c'est le syndrome de Stockholm. Mais la question elle est aussi, est-ce que l'Europe, je crois que c'était d'ailleurs sous-jacent, ne veut pas que tous les artistes deviennent entrepreneurs? Enfin, moi, je sais pas. Alors là, je sais pas forcément grave ça. Enfin, je me sens. Oui, toi, mais est-ce que c'est le rôle d'un artiste d'être aussi patron de sa propre boîte, de faire tout, de s'occuper de l'administration? Non, bien sûr, oui, non, je suis absolument pour les droits, tout ça au contraire. Je pense que le problème, c'est que justement, les droits ne sont plus payés. Il faut que maintenant les droits soient payés plus, de manière à pouvoir rémunérer les différents acteurs, que ce soit les droits d'auteur, aussi les droits voisins, les droits d'interprète, et éventuellement aussi les droits de producteurs. D'ailleurs, Jérôme Lanier, justement, pour encore parler de lui, il a sorti un livre à la fin de l'année dernière. Lui, ce qu'il propose, c'est un système de micro-paiement qui s'applique à tous les créateurs de contenu, pas seulement la musique. Et en fait, c'est sans doute vers ça qu'il faut se diriger. C'est une vraie révolution économique et politique, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Soit on bouge vers le progrès, soit on régresse. Il n'y a pas de... La stagnation, ça n'existe pas. Il y a des forces en jeu qui agissent et voilà, soit on va dans une direction du progrès, soit c'est la réaction. Et d'ailleurs, pour ce qui est du système des micro-paiements, en fait, ça me fait beaucoup penser à ce qui est en train de se mettre en place dans le domaine de l'énergie, avec la Smart Grid, où chaque intervenant sur le réseau sera à la fois producteur et consommateur d'énergie, et lorsqu'il produira, grâce à des panneaux solaires ou des éoliennes, il recevra une compensation. Donc ceux qui se spécialiseront là-dedans pourront en vivre. Et les autres paieront moins cher. Voilà, ça me semble un système plus équilibré où en effet les richesses et les revenus sont répartis. En fait, c'est vraiment une question de répartition des revenus et des richesses. Là, tout va dans la poche des grosses sociétés technologiques. Alors toi, en tant que label, en tant qu'artiste, ton expérience sur le streaming? Ça confirme en tout point ce qui a été dit jusque-là, c'est-à-dire que ce sont des micro-centimes, des micro-paiements, ça ne permet pas en effet de rémunérer le coût de création et de fabrication des œuvres. Est-ce que tu trouves quelque part dans ce service-là une compensation? Est-ce que je vois que quand tu envoies des titres pour qu'on écoute, etc., tu envoies via SoundCloud, quand tu ne dis pas, tiens, écoute sur 10 ans? Oui, SoundCloud petit à petit va rentrer dans le même modèle. Mais voilà, ce sont vraiment des micro-centimes, ça ne permet pas de rémunérer les différents acteurs du secteur, les différents métiers, et puis tous les gens qui dépendent de ça aussi. Les fabricants d'instruments de musique, de matériel pour écouter de la musique, tout cela à terme vont finir aussi par être impactés. Tommy, voilà, donc là je vais poser la question aussi aux communicants, parce que c'est important aussi d'avoir un patron d'une agence de com qui est dans les nouvelles technologies, qui s'occupe du big data aussi, donc qui a une nouvelle vision de l'histoire. Le big data est en train de révolutionner toute la pensée, en fait, quasiment. Là, déjà, est-ce que tu penses que le streaming est un vrai modèle économique au sens répartition des richesses? Mais est-ce que tu penses que ça peut devenir, à ton avis, un modèle économique viable? Ou est-ce que c'est un outil, un outil de communication? On voit qu'il y a des systèmes qui marchent. Après, on peut contester la manière dont il a fait. Le streaming, c'est une technologie. Les technologies, en fait, les gens se l'approprient et en font, la développent. Les modèles économiques naissent de cette appropriation des technologies. Donc on est vraiment sur une technologie émergente par rapport au streaming. Moi par exemple je travaille avec un site qui s'appelle 22 Tracks, qui fait du streaming, qui ne rémunère pas les curateurs, qui ne rémunère pas trop les artistes, mais ils ont ce côté, on fait ça
de façon un peu plus positive peut-être. Bon, c'est peut-être contestable aussi. Est-ce que ça va devenir un modèle économique? Je ne sais pas si en l'état on a encore les technologies qui permettent de répartir finalement. On est vraiment sur... Nous, on a vécu la musique depuis longtemps, on dit voilà, le streaming c'est quelque chose qui existe depuis un moment, mais finalement quand on voit l'évolution des technologies, on est vraiment en prémisse de la manière dont ça va se développer. On parlait de répartition des droits par exemple, il y a plein de nouvelles technologies aujourd'hui qui sont en train de se développer pour permettre d'identifier de façon numérique les morceaux qui sont diffusés. Donc à partir de là, on peut répartir de façon très précise tel artiste qui a été joué dans telle soirée, donc on a une visibilité beaucoup plus forte. Ça dépend bien sûr d'une implémentation à grande échelle par la SACEM qui n'est pas toujours ouverte à de nouvelles technologies, mais je pense que c'est une autre discussion. Mais je pense qu'un jour, effectivement, il y a deux mondes qui se créent, et c'est vrai que moi je viens aussi d'un monde où on a toujours fait des choses un peu do it yourself, c'est dans le hardcore, dans toutes les musiques de l'Inde, on s'est affranchi des réseaux de distribution classiques, et je pense que le streaming a quand même la possibilité de faire découvrir la musique. Alors c'est peut-être un prétexte pour 10 heures, mais c'est une réalité pour beaucoup de styles musicaux qui n'avaient pas accès à la visibilité, finalement, qui n'étaient pas considérés comme intéressants pour une radio, pour un magazine culturel ou autre, et qui n'ont finalement pas existé. Nous, depuis 10 ans, par exemple, dans le hardcore, la musique a explosé, qu'il y a des connexions qui sont faites au niveau mondial, notamment grâce à des trucs comme YouTube, des trucs comme SoundCloud, des trucs comme Deezer. Donc il y a effectivement, comme disait Ariel, le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Je pense que c'est pour certains artistes un très bon outil de communication. Ensuite, il faudra trouver des technologies qui permettent de très précisément rémunérer. Mais pour ça, comme je disais, il faudrait peut-être qu'il y ait des volontés politiques. Donc moi, je crois beaucoup dans les deux mondes, finalement. D'un côté, il y en a qui vont gagner plein de fric, d'un autre côté, il y en a qui vont continuer à créer de la valeur ajoutée culturelle. Et on n'a jamais, finalement, gagné un fric avec une vraie culture. On a toujours été, on a pu en vivre, on est content, on est musicien, on ne cherche pas à avoir une maison avec une piscine comme la Vichy ou quelque chose comme ça. C'est pas la même manière de voir les choses. Et je pense que le streaming, pour cette partie de la culture, on va dire alternative, consciencieuse, pointue, c'est un outil pour élargir, communiquer, échanger et finalement créer des ponts qui n'existaient pas avant. Pour le reste, c'est simplement un outil de diffusion pour qu'il y ait des plays, des likes sur Facebook, des views sur YouTube, et pour que l'artiste puisse mettre 15 ou 20 jours plus sur son cachet l'année suivante. Donc de toute façon, c'est juste un relais comme un autre. Et effectivement, on voit, il y a des artistes qui émergent grâce à Deezer, et qui font de la scène, qui gagnent leur vie avec, mais est-ce que pour autant ça dévalorise leur musique? Je ne sais pas. Par contre, c'est une autre approche d'une produit musicale, mais de toute façon, aujourd'hui, la musique, on a 2000 morceaux dans son iPhone, on l'écoute avec un casque pourri à travers un truc qui vous diffuse la même. Enfin, c'est pas juste Deezer, c'est une manière de consommer. Et un son pourri, un son pourri, exactement. Sur du 128 bits qu'on a arrivé de YouTube. Donc, de toute façon, il y a deux mondes vraiment dans la consommation qui est faite, et ça rejoint une problématique plus globale de société de consommation certainement, mais la musique est rentrée dans ce truc-là, comme plein de choses aujourd'hui, et je pense qu'effectivement le streaming va rester un outil de diffusion pour les grands majors qui vont signer des deals avec Deezer, qui vont mettre en avant leurs artistes. Mais comme ils faisaient avec le Skyrock, Énergie, les pubs qu'ils faisaient dans le métro, et puis il y a les autres qui vont développer des réseaux alternatifs pour faire vivre la culture et s'approprier, comme les hackers finalement, s'approprier une technologie et en faire quelque chose de positif pour une culture, pour un mouvement musical. Donc, avant que Ariel rebondisse, parce qu'il va encore avoir d'autres choses à dire, Jean-Paul, je vais citer des chiffres. 2011, Deezer fait 47 millions de chiffre d'affaires. 2012, 60 millions de chiffre d'affaires. Donc, 10 millions de revenus publicitaires. 10 millions de revenus publicitaires. Donc, nous, c'est ce qu'on appelle en tant qu'éditeur. Ouais, ils ont levé 100 millions d'euros en tant qu'éditeur. Les revenus publicitaires, les artistes, on fait ça d'un synchro aussi. Là, c'est pas le cas. Donc, 50 millions par les abonnements. Et donc, le directeur général de Deezer annonce que 2 tiers sont reversés aux majors. Si je dis que ça vaut bien, je sais pas. Ces chiffres ne veulent pas dire grand-chose finalement, parce que ça concerne combien de titres?
Alors, c'est ça. En 2012, je crois que c'était 25 millions en 2012. Si on ramène ces chiffres. Les annonces 35 millions de titres. Au titre, ça voit qu'il y a des sommes qui sont ridicules. Oui, mais j'ai d'autres chiffres, comme le fait qu'on a calculé un peu que pour faire entre 500 et 1000 euros de revenus pour un artiste, il faut qu'il ait 1 million de clics. On est en plein délire, qui fait 1 million de clics, c'est pas beaucoup, quoi. Donc, effectivement, on peut pas dire que tout ça est bien mauvais. Je rejoins ce qui vient d'être dit. Il y a un système qui est en place, on s'en sert. Les artistes ont toujours eu des difficultés pour s'en sortir, pour se faire connaître, etc. C'est un dur métier. Là, aujourd'hui, ce qui manque, c'est plusieurs choses, je pense, qui se conjuguent. C'est que, bon, déjà, on est aujourd'hui dans une période où la culture n'est plus un enjeu, il me semble, pour le politique. On a qu'à voir les derniers programmes qu'il y a eu au niveau des élections. La culture, on n'en parle plus beaucoup. C'est plus un enjeu comme ça a été le cas dans les années 60-70, où vraiment il y avait des politiques culturelles qui étaient un enjeu pour le pays et qui étaient présentés des programmes au même titre, peut-être pas de la défense ou pour la sécurité à l'époque. Après, c'était quand même quelque chose de très important. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Alors, est-ce que c'est devenu du fait, effectivement, qu'il y a une dévalorisation totale de cette musique, et qu'on a accès trop facilement à la musique, qu'on a accès maintenant immédiatement à des catalogues monstrueux sans payer, pratiquement. Donc c'est effectivement ce qui est rare est cher, et ce qui n'est pas rare n'est pas cher, tout simplement. Donc est-ce que ça concourt à cela? Je pense que c'est une partie du puzzle. Justement, c'est par rapport à ce que tu disais, ce que vous disiez tous, il y a quand même une donnée contextuelle qu'il faut bien avoir en tête. Si vous analysez comment la musique a évolué depuis quasiment plus d'un siècle et aujourd'hui, on est passé d'une logique de rareté, plus ou moins entretenue par des commerçants et un certain nombre d'acteurs, à une logique d'abondance. Il n'y a jamais eu autant d'offres de musique de tout temps. C'est absolument inouï. Il suffit d'ouvrir un magazine. Moi, je veux dire, quand j'ai ouvert un magazine parce que j'avais 15 ans en époque, je connaissais la moitié des artistes, là, de Trax ou d'autres. Je veux dire, pourtant j'ai écrit un livre sur l'histoire des musiques électroniques. Ah tiens, un morceau sur un nom que je connais, je suis content. Ouais, tiens, un texto, c'est super. Donc, bon, déjà, le premier point, c'est qu'il y a, on est vraiment passé de cette logique de rareté à l'abondance. Et les systèmes qu'on a adoptés ne sont rien d'autre que des mesures artificielles pour tenter de préserver une rareté uniquement pour ceux qui font du commerce. Voilà. Donc, entendez-nous bien, en fait. Hein. Donc, ça, c'est le premier point. Une fois qu'on sait ça, est-ce que le système de la rareté, le système économique qui était celui de la musique comme du reste, est en bonne santé? Est-ce que l'enjeu est de le préserver? Moi, je dis franchement, non. La notion d'emploi, c'est une merde. Je préférerais qu'on retrouve le sens du travail, le sens de l'activité, le sens de la création. Est-ce que je veux qu'on retourne à l'ancien avec les mêmes profiteurs? Mais attendez, à la poubelle directe. Donc l'enjeu, on voit bien qu'il y a une crise. La musique a été la première touchée, de façon hallucinante. Et tout ce qui a été tenté pour la chose, sauf quelques exceptions qui méritent qu'on en dise quelques mots, ça a été tout simplement de mettre du rouleau de scotch et d'essayer de protéger ceux qui avaient déjà des piscines. En 2004, pendant quelques mois, on a eu un système de licence globale après la DAPSI. Bon, alors, bien ou pas bien, c'était pas forcément énorme, mais cette logique de dire comment on fait pour recréer de la valeur, pas simplement monétaire, dans un système d'abondance. Ça suppose de changer de société pour un chat. Ça suppose de prendre les logiciels et d'essayer d'en créer un nouveau. Je veux dire, c'est sous fond des gens comme Bernard Stiegler, comme Michel Boel, ces gens du peer-to-peer, c'est ce que font également les musiciens. Il y a un enjeu majeur. Mais l'enjeu, c'est pas de revenir en arrière, c'est pas de se dire, non, l'enjeu, c'est de dire comment on redonne de la valeur à ce qui aura vraiment. Comment on fait en sorte que un gamin qui écoute une musique, qui écoute des playlists, moi j'écoute des playlists YouTube, bon, et des fois je tombe sur des trucs que je trouve géniaux et j'essaie de les procurer en vinyle ou en CD. Je veux dire, j'ai découvert One Tricks Point Never, et j'arrive à tenir le nom.
en écoutant des playlists sur YouTube, et je trouvais ça tellement incroyable, tellement innovant, tellement fou. Évidemment, après, j'ai acheté des vinyles, j'ai acheté le CD, je l'ai passé à des copains, des amis, etc. Mais au départ, j'ai écouté gratuitement des tas de musiques, et je passe mon temps, notamment quand je fais des boulots chiants, à écouter des musiques électro sur des playlists de YouTube, où il y a des Rolling qui se battent en duel avec des vieux types de house, et puis des trucs comme Montrice Populaire. Voilà, si je donne cet exemple-là assez concret, c'est parce qu'effectivement, entre des pratiques embryonnaires, des pratiques qu'on a plus ou moins tous, la nécessité de redonner un sens au fait d'aimer. Et si j'aime, moi, je vais potentiellement avoir envie d'en avoir plus et d'y aller. Mais c'est l'industrie qui a tué cette logique d'aimer. C'est elle qui a fait en sorte que plus rien n'avait de valeur. Il s'agit donc, effectivement, de retrouver, de refaire un circuit. Et ça suppose d'aller non plus vers une société illusoire de rareté, enfin même pas la société de consommation. En consommation, il y a consommation. Donc là, c'est pas forcément un hasard. Non. Il y a un enjeu, c'est qu'à un moment donné, on est passé dans une logique, qui ressemblerait à une logique de l'accès, où on a accès à tout. Il faut passer à une logique de création, à une logique de contribution, à une logique où on valorise les savoirs, à une logique où quelque part, on va s'inspirer du monde d'accueil, du logiciel libre, on va créer des logiques de service, et on va valoriser ce qu'il y en a en poussant les gens eux-mêmes, comme on l'a fait à la Radiohead en disant si vous aimez, mettez plus. Et c'est toute une mentalité, toute une éducation. C'est un immense chemin, mais qui ne passe pas par un recours pur et simple à enfiler des sous à sa vie. Nous, aux élus de Pascal Nègre. Parce qu'effectivement, si c'est pour ça, je préfère encore la journée. Voilà. Pascal Nègre, c'est universel. Donc, je suis là pour. Je fais des redondances, hein. D'ailleurs, je remets parce que vous avez les soucis qu'il faut qu'on ait en tête dans la manière dont on va penser tout ça. Je parle de la société d'abondance, rareté par rapport à abondance, mais un fichier, c'est quoi? Par rapport à un vinyle. Un vinyle, c'est ce qu'on appelle un bien rival. C'est-à-dire que c'est un bien qui a une valeur en tant que telle, matérielle, et si je le donne, je le perds. Un fichier, si je le donne, je ne le perds pas. Une connaissance, si je le donne, je ne le perds pas. Donc déjà, la nature même de l'objet est différente. C'est pour ça que l'enjeu, il est au-delà. L'enjeu, c'est vraiment l'enjeu de société. Et c'est bien là où ça rejoint le problème par rapport aux politiques. Parce qu'effectivement, les politiques, ils en sont encore à croire qu'on va préserver l'emploi. On a envie de leur filer une horde de robots pour leur filer des barres, quoi. Christophe, moi je suis totalement d'accord. Oui, je vais dire quelque chose. Comme on dit encore, j'ai des exemples, c'est ce qu'écrivent quand même les directeurs généraux de ces sociétés-là. Voilà, donc il dit, depuis le lancement, donc déjà de 10 heures, depuis le lancement, voilà, la question c'était depuis votre lancement, comment votre relation avec les majors a-t-elle évolué? Voici sa réponse. Le marché de la musique en France représente 500 millions d'euros et nous représentons déjà 15% des parts de marché. Si nous avions 5 millions d'abonnés payants en France à 10 € par mois, notre poids serait équivalent à l'ensemble du marché de la musique. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas un souci là? Oui, je pense qu'il y a plein de soucis. Plein de soucis. Mais vraiment, je trouve que la musique, c'est juste la première industrie à expérimenter, ce qui se produit petit à petit dans tous les domaines. Donc il faut vraiment replacer ça dans un cadre plus global. D'ailleurs, quand on dit que la musique est plus facilement accessible maintenant, en tout cas, ça coûte moins cher. Avant, certes, il fallait payer pour acheter un disque, mais enfin, c'était plus facile de payer parce qu'on avait plus d'argent aussi. Il faut aussi se rendre compte que, voilà, je crois que tout le monde le constate, surtout les jeunes générations, ça leur semble aberrant de payer pour la musique parce qu'ils se disent comment est-ce que je pourrais faire, j'ai pas d'argent, oui, en effet. Voilà. Alors, Tony, j'aimerais bien avoir ta réflexion sur un phénomène spécifique de ces dernières années. Deezer, Spotify, tous les systèmes de streaming mettent à disposition des titres quasiment gratuitement ou gratuitement. Il y a beaucoup de sociétés, on appelle des intermédiaires, ce que je donne moi des parasites, mais bon, voilà, qui offrent des services, des curateurs,
direction artistique, etc., en donnant des playlists via Deezer ou des services sur des iPhones, etc., qui exploitent donc la musique mise gratuitement par Deezer et Spotify pour vendre des services. Là, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que ça, c'est aussi un modèle économique viable? Pour l'instant, certainement, ils ont l'air de développer. Après, c'est une question de temps. Je pense que c'est toujours. Il y a toujours des. Est-ce que c'est légal? Enfin, je sais bien que c'est légal. Mais est-ce que. S'il y a de la SACEM, a priori, oui. SACEM, s'ils sont contents, on utilise de la musique, etc. Vous savez, il y a un nombre croissant de petites sociétés, de start-up, qui proposent des services de direction artistique, des playlists brandées, etc. Tout ça, mais les artistes touchent. Parce que Deezer reverse. C'est ça le problème. Là, on appelle ça un peu. Oui. Mais c'est pas reversé aux artistes, quoi, de toute façon. Mais là, je pense qu'on est dans un univers où, encore une fois, la perception du produit, du marché, enfin, il y a plein de mots comme ça, qui, des fois, qui mettraient un peu l'industrie, la musique, comme s'il y a des usines qui produisaient des titres. Pour moi, c'est pas ça, en fait. Donc, encore une fois, je pense qu'on a des gens qui vont s'enrichir. Mais comme toujours, il y a plein de gens qui ont des super idées pour exploiter des films hyper juteux, de façon toujours un petit peu douteuse, mais derrière, il y a quand même la possibilité de voir les choses de manière un peu plus positive dans la création. Malheureusement, je pense que c'est aujourd'hui l'économie de marché qui dirige un peu les choix de ces patrons, de ces majors, de ces gens-là. Mais ensuite, il faut savoir est-ce qu'on a envie de se sentir concerné finalement, ou d'aller voir ailleurs, ce qui se passe chez les hackers, ce qui se passe dans les cultures underground, et comment les gens s'approprient différemment ces technologies, différemment la musique. La rareté, ça reste quand même si on est. Moi, la politique culturelle, ça c'est toujours un petit peu difficile pour nous de penser comme ça, parce que c'est vrai que pour moi personnellement, je pense que c'est ce qui a aussi empêché des choses de se développer. La culture subventionnée, c'est bien, mais là il y a plus d'argent, donc il y a 100 festivals qui disparaissent. Donc c'est vrai que c'est toujours un petit peu difficile. Je pense que la culture a toujours existé, la création a toujours été là. Maintenant c'est un divertissement, on fait de l'entertainment. Donc il y a deux mondes qui se sont créés, l'école partout, finalement les 1%, les 99%, enfin toutes ces choses-là. Mais il y a quand même un tissu créatif qui reste hyper fort et qui, je pense, grâce aux nouvelles technologies, c'est un des premiers courants, le domaine qui s'en est inspiré pour exister, pour se développer et pour être plus fort finalement face à tous ces chacals, je sais pas comment on peut les appeler aujourd'hui, mais voilà. Donc je pense qu'il y aura toujours ces gens-là qui exploiteront une opportunité, qui se font plein de fric. Bon, après, comment ça finit, c'est un truc qu'on ne dit pas toujours. Bon, Jean-Paul, qui veut rebondir. Ouais, je ne suis pas politique, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la chose qui vient d'ailleurs sur les centres estivales qui viennent de disparaître. Il faudrait les étudier un par un pour voir les raisons de leur disparition qui ne sont pas forcément liées justement à des baisses de subventions dans les communes. Bon, c'est un peu plus compliqué, c'est pas le sujet aujourd'hui. Moi, j'avais une anecdote, juste parce que je suis arrivé tout à l'heure, j'ai feuilleté le bouquin rouge qui est sur les tables, et j'ai vu donc un remix, une réédition de Roxy Music. Et il se trouve que ce disque, moi, je l'ai acheté à sa sortie, donc ça m'a mis un coup de vieux. Mais... Et en parlant de rareté, à l'époque, quand vous aviez, c'était en 72 ou 73, quand un disque comme ça sortait, c'était compliqué pour l'obtenir, parce que d'une part c'était cher, effectivement, d'autre part, le disquaire de quartier dans les banlieues, Roxy Music, il n'avait jamais entendu parler, à part Mireille Mathieu à l'époque et Claude François, il n'y avait pas grand-chose, donc il fallait aller sur Paris. C'était toute une expédition, déjà réunir un sol, après aller chercher ce disque. C'est vraiment le fait de la rareté, une fois qu'on possédait cet objet, il avait une valeur qui était surmultipliée. Je pense que ça aussi c'est important, il y a vraiment un changement total du chemin mental que peuvent avoir aujourd'hui les nouvelles générations vis-à-vis de la musique par rapport à ce que la musique, c'était bien avant, c'était comme ça.
Donc la rareté, on va changer sur le fait que les gens ont moins d'argent qu'avant, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'en fait, même s'ils ont autant d'argent, ce problème c'est que c'est dilué sur d'autres secteurs. À l'époque, on n'avait pas un abonnement pour un téléphone portable, on n'avait pas Internet, donc c'était autrement. C'est une différence. Moi, les jeunes, moi j'étais chez mes parents à ce moment-là, donc du logement, ça ne me touchait pas beaucoup. Mais je veux dire, je ne pense pas que ce soit ça fondamentalement le problème. Le problème, c'est que y a des gens qui sont contents parce qu'ils font 500 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année, mais ils cachent bien qu'en 2006, ils faisaient 1,3 milliard d'euros. Les badgers, enfin, le marché du disque en France, c'était ça. C'est-à-dire que toutes les stratégies qu'ils ont mises en place, toutes les lois répressives, d'FCA, d'FCD, depuis tout ce que vous voulez, ça aboutit à quoi? Ça aboutit à. Ils ont perdu plus de la moitié de leur chiffre d'affaires, c'est carrément hallucinant. Enfin, pour que Pascal Bell soit resté en place, par exemple, avec une tête de Dragon, c'est un mystère. N'importe qui dans une société normale, vous avez 2 fois moins de chiffre d'affaires, vous êtes viré. Bon, alors, c'est comme ça, il faut faire avec, mais encore une fois, je ne vois pas, moi, comment on pourra faire en sorte que les artistes soient protégés s'il n'y a pas une régulation qui vient de législateur. Je me répète, parce que l'histoire nous montre que le plus faible, s'il n'est pas protégé, il disparaît. C'est tout simple. Ariel. Oui, c'est par rapport au terme de régulation, en fait. Ce qui m'embête dans le terme de régulation, je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu dis, évidemment, mais ce qui, moi, m'embête, hein, c'est que j'ai le sentiment que tu parles de quelque chose à préserver, protéger. Il y a quelque chose de l'ordre je ne dirais pas la nostalgie, mais pour moi, c'est beaucoup plus une régulation qu'il faut construire. C'est comment on gère une transition, une véritable transition vers un autre système, d'autres méthodes, d'autres types de rétribution qui puissent redonner de la valeur. Il s'agit de se reposer la question du bien commun. C'est quoi le bien commun? En quoi un artiste participe au bien commun? Je veux dire, à un moment donné, s'il n'y a pas d'artistes qui font des concerts, il n'y a pas de vie locale, sociale. Il y a quelque chose de l'ordre de la richesse au-delà même de la valeur monétaire qu'il faut valoriser, qui suppose une éducation, qui est quelque chose d'absolument essentiel. Et pour moi, c'est au-delà même d'une régulation. Oui, il faut une régulation, mais au-delà d'une régulation. Hein, c'est quelque chose qui est, il faut une construction, il faut une réflexion, il faut faire un état de l'art, qu'il faut faire sur tout le reste, en fait, hein, sur l'ensemble de l'économie. C'est qu'à un moment donné, il faut se dire où vous allez. Qu'est-ce qu'il y a de l'importance, de la valeur pour nous? Est-ce que c'est le savoir, la connaissance, la musique, le partage? Qu'est-ce que c'est? Et comment on fait pour le valoriser? Comment on fait pour ne pas juste tous entrer dans le type de trou et écouter ce qu'on a envie de nous faire écouter via les supports majeurs. Après, il y a une question de visibilité, bien évidemment. Il est plus facile de trouver un disque quand on a une discothèque de 100 disques que lorsque c'est un océan de musique au sein duquel il faut qu'on choisisse. C'est beaucoup plus compliqué. Ça suppose beaucoup plus de relais. C'est-à-dire, le problème de ce que Napster est apparu en 99, j'avais écrit un article à l'époque là-dessus, j'avais mis un rebond dans l'idée. Le problème, c'est pas que Napster apparaît, c'est qu'il permet à des talents de partager de la musique. Il est économe d'un dingue. C'est la confusion des gens qui pose problème. En fait, c'est génial que la musique soit partagée. Un artiste, la première chose qu'il cherche, c'est à être écouté. À ce que les gens le voient, parce que des gens, c'est la base même. Et le problème, c'est qu'on était dans un système qui privilégiait quelques artistes. C'est ça, quand même, hein, le système où on parle, c'est pas un système où on balance une photocopie où tous les artistes vivaient de leur musique. Ça n'existe pas, ça. Hein, ça n'a jamais existé. Donc la question, elle est réellement dans la construction, à partir de ce qu'il y a de l'importance pour nous, d'une société qui soit juste moins merdique, d'un système qui ne soit pas purement et simplement le fait de payer des frics à quelques nouveaux intermédiaires qui en profitent. Donc c'est une fois plus ambitieux et donc très modeste à court terme. Comment on fait la transition? Comment on fait? En fait, effectivement, il y a quand même d'argent qui demande que ça, et là, c'est peut-être pas l'endroit pour en parler, mais il y a des chercheurs, des
tas de choses qui sont en cours, et les artistes pensent aussi, et c'est des micro-événements qui sont lancés par les artistes. Il faut rendre tout ça visible et lisible. Il faut créer des ponts entre tous ceux qui effectivement sont proches dans des univers différents. Mais c'est une autre vision, on pourrait appeler une lutte, mais en souriant et pas simplement avec des solos. Tu rebondis et après Oui, j'ai envie de rebondir rapidement. Bien entendu, le propos n'est pas de dire il faut conserver ce qui se passait avant, on est dans un autre monde et c'est comme ça, il faut être réaliste. Tout à l'heure, quand on parlait de faire des propositions, une proposition de régulation, d'encadrement, je ne sais pas quel terme il faut utiliser. Moi, j'ai participé à son début à l'élaboration de la licence globale, justement, on en parlait tout à l'heure, puisque ce concept a été inventé par Aspect Vidal, tout simplement, enfin pas que par moi, mais par Aspect Vidal et après avec d'autres, avec l'AMI, avec certains syndicats, etc. Où on a créé un collectif qui s'appelait Alliance Public Artiste. Et donc cette licence globale était une réponse justement au développement du téléchargement entre guillemets illégal, enfin surtout des réseaux peer-to-peer à l'époque, parce qu'il n'y avait que ça. Et on se disait, la réflexion était de dire qu'on a affaire à un phénomène qui est mondial, qui est générationnel, on ne pourra pas revenir en arrière, c'est le cours des choses, hein, c'est l'histoire. Donc il faut trouver un moyen quand même de faire en sorte de conserver quand même des revenus pour les personnes qui sont exploitées. Et on avait inventé cette licence globale qui était un principe de dire eh bien l'internaute va payer une redevance, donc le temps resté à discuter sur son abonnement, tous les mois, et puis cette redevance va être reversée à un organisme qui va le répartir entre tous les ayants droit, et donc tout le monde va y trouver son compte. L'internaute pourra télécharger sans être un gangster passible de 300 000 € d'amende et 3 ans de prison, parce que c'est ce qui risque aujourd'hui, c'est toujours la loi FC1 qui s'applique, même si la loi FC2, après vous avez mis en place une réponse graduée, mais cette loi n'a pas été abolie, donc elle est toujours en vigueur. Donc l'internaute pouvait télécharger en toute liberté, les producteurs percevaient leur part, les auteurs percevaient leur part, les interprètes percevaient leur part, et il n'y avait aucun problème. C'est ce qui se passe d'ailleurs aujourd'hui sur la copie privée ou sur la rémunération de presse, c'est à peu près la même chose, c'est une licence légale, on avait pris une licence globale. Malheureusement, bien sûr, les major compagnies, et notamment, pas seulement du disque, mais aussi du cinéma, ont fait un lobbying monstrueux pour empêcher cette licence de passer, elle est passée en première instance à l'Assemblée nationale à 2h du matin, en décembre 2004. À l'époque, c'était Renaud de Deval qui était ministre de la Culture, il était fou dans l'hémicycle. Et il a fait très vite revoter dans les 15 jours cette loi. Là, ils ont revoté 3 mois après. Et là, ils ont revoté tous les députés UMP en les menaçant de ne pas être reconduits dans les législatures suivantes s'ils ne votaient pas comme il fallait. Donc voilà, même des gens qui étaient de ce parti qui supportaient les centres globales, je ne vais pas citer le nom, mais il y en avait 2 ou 3 qui étaient notamment très très virulents. Il y avait comme Christine Boutin qui était pour la centre globale, ils se sont rangés parce qu'ils ont subi des pressions terribles. Donc voilà, la régulation, c'est-à-dire inventer de nouveaux systèmes qui peuvent permettre à tous de pouvoir exister sans mettre en cause le modèle, puisque le modèle ne pourra jamais mettre en cause, évidemment. Il y a même des modèles, des variantes de licence globale ont été réfléchis, permettant à des gens de mettre aussi plutôt d'orienter par rapport à leur cours, en disant plutôt vers tel ou tel type de musique. Mais c'est vrai qu'un système de type licence globale pose la question du bien commun, ce qui est quand même essentiel, et donc derrière la question de la visibilité, de la connaissance par rapport aux musiques, des logiques de partage, pas simplement dans le genre je vais vers ce que je connais parce que j'entends la pub. Ce qui de fait le problème fondamental, c'est comment on fait pour que ça ne profite pas toujours au même, que ce soit sur le secteur économique ou sur le secteur des artistes. Voilà comment on va avoir cette variété et le plaisir que chacun pourront avoir à ses écoutes. Alors, une question du public. Pas une question, mais juste une réflexion, parce que je me sens. Je ne parle pas forcément pour moi, mais en tant que représentant de petits labels, je me sens tellement. Attends, viens, tu vas te présenter. Prends le micro. Non, je ne voulais pas venir devant, c'était juste. Si, très bien. Comment tu t'appelles et quel label tu représentes? Alexandre, et j'ai monté un label il y a 13 ans qui s'appelle Eclectic Records. Et je me sens tellement loin de tout ce que vous avez dit. C'est étonnant parce que
que d'argent. Et la seule chose qui sauve, et je pense, qui arrive à continuer à faire perdurer des petites entités, il y en a plein, et c'est ces petites entités-là qui vont arriver à faire changer les choses aussi, ou au moins les faire continuer. C'est déjà la passion au départ. C'est très bien qu'on ne fait pas ça pour s'enfuir dans les fouilles. Vous parlez des majors et tout ça, mais voilà, on représente quand même des trucs, toutes ces petites entités créatives, justement la création, l'envie, le défrichage, aller chercher des petits artistes, mettre des parties sur des trucs qui ne vont peut-être pas marcher, mais c'est pas grave parce qu'on essaye, on tente des trucs. Donc je comprends vos réflexions, je les entends, mais je trouve que c'est tellement loin d'une réalité quotidienne de on se démerde, on ne doit rien à personne, on n'en rien à personne, on fait nos trucs et on est là depuis quelques années, on n'est pas milliardaire, mais on est content, voilà. Et peut-être qu'un jour, on sera heureux d'avoir un truc qui marche très bien et qui rentrera dans la boucle. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, en tout cas. Merci Alexandre. Je vais rapidement répondre. Je suis musicien, compositeur, producteur, j'ai mon label, la passion, ça va de soi. Donc je me disais que c'était pas la peine de le rappeler. Si on est dans la musique, c'est forcément par passion. Donc ça peut être démagogique de dire. Non, c'est pas démagogique. On essaie juste de réfléchir pour voir vers quoi on se dirige et comment faire que notre quotidien soit plus facile et qu'on puisse passer plus de temps justement sur la musique et moins de temps sur les problèmes matériels. Servons-nous de ces grands médias pour contourner le problème dans l'autre sens. Servons-nous de ces médias pour faire une vitrine. Oui, ça c'est le cas depuis 10 ans. Et en fait, on s'aperçoit concrètement que c'est un peu trop dur et que c'est justement ces grands médias qui voilà. C'est dur, on sait qu'on ne gagnera jamais un rond avec 10 heures au Spotify, ça on le sait. Donc, ça on le sait aussi. Alors, je peux rajouter qu'il y a aussi des passionnés dans les matchs. Je sais, je peux dire. Alors, je vais rebondir sur ce qu'Alexandre a dit. Je repasse c'est vrai que le constat qu'a priori le streaming ne sert pas à grand chose pour les artistes, sauf pour les majors. Un artiste qui sort un album qui est inconnu, il va être écouté une fois par an. Voilà. Le streaming comme Deezer. Le streaming comme Deezer. Voilà. C'est juste créer un contenu, tout le monde peut le faire. C'est une technologie, je suis d'accord. Donc un service, par exemple. Le service de streaming comme Deezer. Qui exploite les artistes, ça tu peux le dire. Voilà, qui exploite les artistes, tout à fait. Alors, est-ce que l'idée que les artistes indépendants, essentiellement, retirent de ces services de Deezer, Spotify, etc., leurs œuvres, ne redonneraient pas de la valeur à leurs œuvres? Ariel. Non. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les Deezer et Spotify préfèrent valoriser Taylor Swift, Katy Perry et Lady Gaga que ces labels, que Ezekiel, que Nico Ward ou Ninja Tune. Alors pourquoi ils ont ça et pourquoi ils ont Ezekiel dans leur catalogue? Ils ont Ezekiel dans leur catalogue, mais c'est pas ça qu'ils vont valoriser, il faut aller chercher Ezekiel. Il faut aller chercher. Donc ça pouvait fonctionner s'il y avait bien au-delà des petits labels. Effectivement, s'il y avait un mouvement bien au-delà, pourquoi pas. Là, ça peut avoir du sens, mais effectivement, on a le sentiment qu'on a parlé que de ça, que de la passion. Mais bon. Non, c'était le sujet de création, justement, de dire comment on fait pour valoriser ce qui est important. Jay-Z, je pose une question sur Jay-Z. C'est Jay-Z qui vient de créer un nouveau qui va jouer vite fait. Donc je me présente. Tu te présentes et tu bonjour, je suis une artiste et productrice. Donc la question c'est Jay-Z, qu'est-ce qu'il vient de faire justement? Il a quand même pris une décision qui est de se séparer de Deezer et Spotify. Donc moi je pose la question, je ne dis pas que c'est bien, si c'est le modèle, mais le modèle ne peut pas être national, régionaliste, c'est-à-dire que la France, il peut être que mondial. On ne peut pas dire, tiens en France on va faire ça, et ailleurs on peut avoir toute l'Asie gratuite, en passant par la Suède ou la Russie, qui d'ailleurs, on peut tout télécharger gratuitement, quasiment. Donc c'est quoi la question? J'ai peur que les gens ne se posent pas toujours les questions, enfin les responsables. Chacun essaye mais la vraie, qu'est-ce que c'est alors Jay-Z, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que c'est une solution pour nous les artistes d'aller chez lui plutôt que d'aller chez Deezer et Spotify? C'est une solution pour Jay-Z surtout, comme ça il va toucher plus d'argent avec tous ses potes et il va faire une promotion parce qu'il y a leurs réseaux sociaux, ils vont fédérer 12 milliards d'abonnés Twitter, 7 milliards de trucs, donc oui, Spotify, il faut s'en rendre un peu les voix, mais de toute façon la capitalisation boursière d'une boîte comme Spotify repose sur son catalogue, son nombre d'abonnés.
données et le reach qu'elle veut avoir. Plus elle a de gens, comme les aiguilles, comme machin, comme truc, personne n'écoutera, mais c'est pas grave, elle le valorisera. Jay-Z qui s'en mêle, de toute façon, c'est simplement parce qu'il s'est dit peut-être avec sa major, plus d'argent pour un truc, mais c'est peut-être un exemple à prendre avec un peu de recul en disant que finalement les niches peuvent se réunir entre elles sur des plateformes de diffusion musicale pour éduquer leur public et on voit effectivement des styles de streaming plus pointus avec des gens qui ont une volonté de faire de la promotion pour leur contenu parce que justement ils ne s'y retrouvent pas chez Deezer. Parce que quand tu fais du hardcore, de la drum and bass ou de la musique expérimentale, tu ne vas pas être en homepage de Deezer. De toute façon, les gens ne vont pas te découvrir. Les gens vont te découvrir en partageant un contenu sur Facebook, ah tiens, j'ai vu sur tel site telle musique intéressante. Mais encore une fois, les Galo, du Bagni qui sont des Deezer, les grands sites de streaming qui finalement ont lancé une tendance et maintenant c'est à nous, artistes, niche, temps courant musical de se les approprier et finalement de l'utiliser pour que ça nous profite à nous également. Et Jay-Z, c'est un très bon exemple. Finalement, il s'est dit, ah bah tiens, ils se font du fric sur mon dos, j'ai du fric, je vais faire la même chose, puis je gagnerai plus d'argent. Mais là, on parle encore une fois que d'argent. Donc c'est vrai que c'est aussi, le streaming pour moi, c'est principalement pouvoir showcaser son propre contenu, pouvoir dire, j'ai une plateforme qui va attirer des gens qui peut-être un jour vont aimer la musique, donc ils vont acheter mon album après quand je sortirai, parce que c'est vrai qu'aussi dans les niches, il y a beaucoup de gens qui continuent à presser du vinyle, faire des CD avec des belles pochettes, et donc il y a encore une approche culturelle d'un produit complet artistique pour faire plaisir au public, et à tel point que maintenant, toutes les majeures elles ressortent un vinyle quand il y a Lady Gaga qui fait un truc, donc ça veut dire qu'encore une fois, la masse s'inspire d'un qui reste créatif, parce qu'il doit survivre. C'est la question de tous les jours, alors que les autres, une fois qu'ils sont dans le circuit, de toute façon, ça tourne tout seul, un mec qui fait 200 dates de tournée dans l'année, c'est plus les mêmes problématiques aussi, je pense, mais le fond de la concept Jay-Z peut peut-être dire, bah tiens, si tous les courants musicaux faisaient pareil, on attirerait peut-être plus de public, ou même de diluer sur des grandes plateformes comme Spotify, Deezer, où finalement ça profite qu'un seul type d'artiste. Mais le fait que des plateformes puissent être créées par des artistes avec une vraie logique, c'est un peu la différence entre Linux et Microsoft, quelque part. C'est qu'à un moment donné, oui, bien évidemment, qu'il y aura des choix différents et plus potentiellement des gens qui vont créer des plateformes vont le faire dans une logique de partage, de bien commun, pas forcément pour ne pas gagner d'argent, mais en tout cas pour en gagner de manière un peu plus juste, ce qui nous concerne, avec une logique de passionnés de musique et pas simplement de vendeurs de route. Bon ben oui, ça ne peut être que positif et on peut l'encourager. Après, il faut voir et puis pourquoi pas en fait. Et c'est vrai que, en tout cas, en termes de pouvoir par rapport à ta question, c'est-à-dire sur cette logique de se dire est-ce que ça va avoir des conséquences que de quitter ces plateformes, je ne peux croire que s'il y a soit un effet de masse important, soit un effet d'autorité. Voilà, c'est les deux seules conditions. Et malheureusement, c'est quand Taylor Swift dit stop, que ça bouge. Parce que Taylor Swift, c'est je crois, 60 millions de followers sur Twitter, etc. Donc, voilà, tant qu'on reste ces logiques-là, c'est la seule chose qui peut porter. Après, l'enjeu, c'est de sortir de ces logiques, donc créer de nouvelles qui soient effectivement de nature différente, dans lesquelles on va côtoyer, plutôt que de côtoyer des vendeurs de yaourt, des gens qui aussi aiment la musique, et on ne sera pas forcément toujours d'accord avec eux, donc Jay-Z pourquoi pas, mais voilà, à voir, en leur temps, Prince, Radiohead, ont tenté des choses. Il y a aussi, on n'a pas parlé de spectacle vivant, de concert, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup à construire dans cette logique de complémentarité, dans cette logique de ce que je veux dire, voilà, voir un concert, voir un artiste, de sentir, etc., c'est quelque chose qui reste quand même énorme, qui pour le coup reste de la valeur même de la musique très très fort, quoi. Le DJ, c'est logique de participation, donc il y a quand même une richesse qui est là, et sur laquelle on peut aussi rebondir, et qui peut être associée à des plateformes. Donc il y a encore plein de possibilités, en fait. Ça ne veut pas dire qu'elle vont tomber toute seule, ça veut dire qu'il faut lutter pour, et il faut le faire avec des passionnés comme notre ami qui a intervenu là, il faut faire avec des petits labels, et voir avec quoi, tu n'as fait que ça, en fait. Qu'un travail de mise en connaissance de labels, de gens, d'artistes, pour la plupart très peu connus. Bon, voilà, c'est le type de travail dont on a besoin, de créer des points références, des bouées dans l'océan de musique, dans cette océan d'abondance,
permettant à des gens après de s'y repérer et de leur donner envie à leur tour de quitter Deezer ou Spotify pour aller ailleurs. Mais voilà, le du chemin. Une question? Une dernière question? Oui, deux autres. Ou deux autres? On a un point de désaccord. Je viens vous voir avec le micro, pas besoin de... C'est ça qui vous... Ah, voilà. Vous présentez? Qu'est-ce que vous faites? Bonjour, je m'appelle Maëlys et actuellement je travaille dans une maison d'édition. Laquelle? Édition de l'archipel. C'est pas édition, enfin un livre. Et c'est juste pour rebondir, ce que je trouve qui est intéressant, c'est que quand on voit les modes de consommation, pour tout ce qui va être major, les gens écoutent beaucoup pour ce type de moyens de streaming, mais ils vont pas être prêts à payer. Et ce qui est intéressant, c'est que justement dans toute la culture en novembre, je trouve que justement le fait que ça soit des gens qui sont passionnés, eux, ils sont prêts à... Il y a vraiment une valeur de la musique qui reste. Et ça, c'est ça que je trouve intéressant et qui fait que pour moi,